Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct de Djibouti. Nous vous proposons chaque soir des débats liés aux enjeux de cette élection présidentielle qui aura lieu le 8 avril prochain. Après avoir reçu un candidat à l'élection présidentielle, nous recevons des représentants de candidats à cette élection. Et il se trouve que malgré les invitations qu'on a pu lancer pour recevoir des nouveaux représentants de candidats de l'opposition, nous avons sur ce plateau deux représentants qui représentent le candidat Ismaïl Omar Guelleh. Il s'agit de M. Baragoïta Saïd Mohamed. Vous êtes représentant donc du candidat Ismaïl Omar Guelleh. Bienvenue. Bienvenue également à vous, Djama Mahmoud Douale. Vous représentez le candidat Ismaïl Omar Guelleh. Nous allons donc tout de suite commencer ce débat qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire. En me tournant vers vous, y a-t-il une réelle politique agricole à Djibouti, d'après vous? Oui, tout à fait. En fait, depuis l'accession du Djibouti à l'indépendance, et malgré les conditions climatiques très sévères de Djibouti, et il y allait de la souveraineté d'une jeune république. Et donc il fallait vraiment se tourner vers l'agriculture, l'élevage, que nous savons bien faire, et donc le secteur de la pêche. Moi, je vais parler un petit peu donc, des réalisations depuis l'indépendance. On ne va pas avoir vraiment le temps de revenir depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Oui, voilà. En tout cas, bon, c'est juste on peut prendre un petit le rappel, dernier mandat, un petit rappel, exemple. tout à fait. Oui. Depuis l'accession du président Ismaïl Omar Guelleh à l'investiture suprême, donc en 1999, donc le secteur de l'agriculture, qui est parti pratiquement de 0 à l'indépendance, était à peu près donc, à 1000 hectares cultivés, et actuellement il est à 1800 hectares. Mais ça correspond toujours à peu près 10% des terres arables qui sont cultivées. Oui, en fait, Djibouti quand même a un potentiel donc, en matière de terres arables. Nous sommes comme c'est une région volcanique et on a quand même des potentiels dépassant les 10 000 hectares de terres arables. Mais on va revenir peut-être tout à l'heure. Et le facteur limitant, contrairement à ce qu'on peut entendre donc au niveau de Djibouti ou même au niveau de Afrique 24, que en fait c'est vrai, le facteur limitant reste quand même l'eau en fait. Donc je vais un petit peu vous expliquer. On fera un point, vous inquiétez pas sur cette question. Je vais un petit peu vous expliquer en fait la production en eau en République de Djibouti. Oui, on va y revenir. On va demander quand même l'avis de M. Douale également. Le potentiel agricole de Djibouti, selon vous, quel est-il? Bon, actuellement, il y a environ 1000 exploitations agricoles qui sont cultivées. Et le gouvernement a mis des facilités en place, notamment l'octroi d'exonération de taxes d'importation pour tous les produits qui sont destinés à l'agriculture, et également accorde des facilités pour les agriculteurs en matière d'intrants agricoles pour pouvoir cultiver et augmenter les productions agricoles. Ceci, comme l'a dit Baragoïta, le facteur limitant est l'eau, mais là aussi, il y a d'importants programmes en eau qui sont en cours, et notamment un projet dont vous avez entendu parler d'adduction d'eau potable à partir de l'Éthiopie, qui va augmenter les disponibilités en eau, ainsi que le dessalement de l'eau. Ceci permettra de dégager un excédent de 70 000 m3 jour sur lequel pourra se développer l'agriculture, notamment le long de la conduite qui viendra à partir de Hadagalé et qui va desservir les zones d'Ali Sabié et Hol et jusqu'à Djibouti. Il y aura des périmètres agricoles avec cet excédent d'eau. Merci à vous. Alors nous allons regarder tout de suite un reportage d'Ela Gendiaï qui concerne justement l'insécurité alimentaire, mais surtout l'agriculture à Djibouti, ses possibilités de déboucher dans les années à venir et l'état des lieux. On se retrouve juste après pour poursuivre le débat.
Quelle politique agricole pour l'autosuffisance alimentaire en République de Djibouti, pays de la Corne de l'Afrique avec une superficie de 23 000 km², les surfaces arables sont estimées à 10 000 hectares dont 630 sont actuellement exploitées. Aussi, l'activité agricole se limite à l'arboriculture fruitière et le maraîchage dont la production couvre un peu plus de 10% de la consommation nationale. Avec une population estimée à plus de 900 000 habitants dont environ 19% sont des nomades qui pratiquent l'élevage du type transhumant qui constitue leur principale activité économique. Ainsi, la production agricole ne représente que 4% du produit intérieur brut. Une faible production due à l'insuffisance et la qualité des ressources en eau et en terres arables. À cela s'ajoute son relief qui n'est pas favorable à la pratique agricole. Depuis plusieurs années, Djibouti a des périmètres agricoles dans des pays voisins de la sous-région, notamment en Éthiopie et au Soudan. Et pour pallier cet état de fait, les autorités djiboutiennes ont introduit depuis peu la technique d'irrigation goutte à goutte pour une souveraineté alimentaire dans le pays. Des stations de culture sous serre avec système d'irrigation goutte à goutte et cette agriculture à haute intensité technologique est en train d'être maîtrisée par la population locale. L'agriculture irriguée se pratique sur un petit millier d'hectares à Djibouti. Les besoins hydriques annuels atteignent 7,5 mm3 avec une efficacité d'application estimée à 40%. Cette eau a un coût car le pays dépend de ses voisins. Les autorités veulent ainsi maîtriser les systèmes d'irrigation les plus économiques et les moins dommageables. Ceci a donné un résultat quand même plus que positif, étant donné que nous avons aussi eu à choisir comment pérenniser cette infrastructure. Donc il fallait faire plusieurs options et en même temps introduire un système de goutte à goutte qui peut répondre à notre pays du point de vue climatique, étant donné que les tuyaux vont rester à ras des sols, ce qui fait que la chaleur, et en même temps éviter l'obstruction des sels, étant donné que notre eau est un peu chargée en sel. Tout cela nous a permis quand même d'arriver à un résultat qui aujourd'hui est visible. L'agriculture djiboutienne couvre moins de 8% des besoins nationaux en fruits et légumes et ce taux est encore plus faible pour les céréales. Ces constatations posent le problème crucial de la sécurité alimentaire dans le pays. Nous importons 50 000 tonnes de fruits et légumes, mais nous produisons à peine 8 000 tonnes de fruits et légumes pour 1400 jardins. Mais quel est leur rendement? Le rendement, c'est de 5 à 10 tonnes, sauf les 400 agriculteurs que je viens de mentionner. Si je produis 50 000 tonnes, je peux produire avec 1000 hectares, ce qui n'est pas énorme. Le pays a 10 000 hectares. Avec 1000 hectares, je peux produire les 50 000 tonnes de fruits et légumes. C'est quelque chose qui peut arriver d'un moment à l'autre, puisque les 1000 hectares sont disponibles, la technologie existe. À Djibouti, des politiques ont été mises en place pour réduire le coût des produits importés. Il s'agit surtout des denrées de base. Aussi, le secteur primaire ne représente que 3% du PIB et l'agriculture occupe moins de 2% d'une population rurale estimée à environ 150 000 personnes. Et pour une autosuffisance alimentaire, le gouvernement encourage la population djiboutienne à se lancer dans l'agriculture, l'un des rares pays au monde où il n'y a pas d'impôt sur les produits agricoles. Monsieur Baragoïta, vous avez évoqué la rareté. Justement, il y a des ressources en eau facilement mobilisables qui serait un facteur empêchant justement le développement agricole à Djibouti. Tout à fait, en fait. Donc, la volonté politique donc existe et continue donc d'exister, de développer vraiment le secteur primaire, hein, qui est quand même une importance capitale pour Djibouti. Et je disais tout à l'heure, pour sa souveraineté aussi, pour sa population, qui avoisine 150 000 à 200 000 habitants donc dans le monde rural. Donc, effectivement, en fait, aujourd'hui, Djibouti produit, et dans le domaine de l'eau, hein, je veux dire l'eau urbaine et l'eau rurale, ne dépasse pas 30 millions de mètres cubes an. Et donc depuis l'accession de M. Ismaël Marguelé à la magistrature suprême, donc un schéma directeur de l'eau a été établi, et élargissant
l'exploitation des ressources souterraines, difficile d'accès et chère, et à la mobilisation des eaux de surface. Donc moi, depuis 6 ans, donc je m'occupe justement de ces projets de mobilisation des eaux de surface, des projets de résilience, qui permet de construire des barrages d'épandage, des citernes enterrées, des retenues d'excavation qui ont permis vraiment, qui ont eu un impact très favorable au milieu rural. Un impact favorable, vous dites? Très favorable. Très favorable. Très favorable parce que vous savez qu'il y a eu des sécheresses quand même récurrentes au niveau de l'Afrique de l'Est. Ça continue d'ailleurs avec El Niño. Ça continue, mais Djibouti, on a eu donc pratiquement le remplissage de tous les ouvrages hydrauliques donc dans le nord et dans le sud. Et actuellement, donc, nous avons pratiquement tous ces ouvrages sont pleins alors qu'on se plaigne en Somalie. Est-ce que ça a servi pour l'agriculture véritablement? Non, en fait, pour l'instant, donc, je vous dis, systématiquement, on fait du fourrage autour des points d'eau. Mais c'était pour vous expliquer qu'en fait, actuellement, le potentiel agricole est de 10 000 hectares. Madame, pour faire 10 000 hectares, il faut 100 millions de mètres cubes. On est loin du compte au niveau de la mobilisation. Conscient de cet aspect-là, le président de la République donc, a tout fait maintenant pour mobiliser les eaux de surface qui ont un potentiel de 350 millions de mètres cubes au niveau des 10 bassins versants de Djibouti. Donc c'est un programme qui a commencé il y a 5 ans et pratiquement le ministère de l'Agriculture a mobilisé des fonds dépassant 50 millions de dollars dans les projets de résilience qui vont permettre d'étoffer et de faire l'agriculture. À quelle échéance? À quelle échéance c'est 150 À l'échéance de 4-5 années en fait. Déjà, nous avons un grand barrage qui va permettre la valorisation de 200 hectares au niveau de l'Oued Sadaï qui a été achevé et qui permet déjà la recharge des nappes, ce qui est important au niveau de Djibouti pratiquement. Donc c'est une première. Et on a dans le nord aussi, dans la région de Dora, où la géographie le permet, on a des barrages d'épandage qui ont amélioré l'accès à la sécurité alimentaire, permettant donc au cheptel d'avoir plus de fourrage. Donc systématiquement, dès que, en fait, la priorité, c'est l'accès à l'eau des populations et du cheptel. La deuxième axe, c'est l'accès. On va s'arrêter là-dessus et on va donner la parole aussi à M. Djama. Il faut que les deux puissent s'exprimer sur ce plateau. M. Djama, y a-t-il réellement eu volonté politique de développer le secteur agricole face aux obstacles qui étaient évoqués? Est-ce que la solution la plus aisée n'était tout simplement pas d'importer les produits de pays limitrophes qui en produisaient en quantité? La solution qui a été envisagée, c'est vrai que l'Éthiopie à côté est un grand pays agricole et nous importons beaucoup à partir de l'Éthiopie. Mais une autre politique a été initiée par le président de la République, à savoir que dans le cadre de la coopération régionale, des terres agricoles ont été mises à la disposition de la République de Djibouti en Éthiopie. Ainsi, plus de 5000 hectares sont cultivés sur la ferme de Serofta et ceci a permis l'an dernier d'avoir 6000 tonnes de blé. Ces 6000 tonnes de blé sont importées ici à Djibouti dans une minoterie moulue ici et par une société privée à qui le gouvernement demande de stabiliser les prix qui sont inférieurs à celui du marché international. Et ce qui pose problème parfois, c'est la volatilité des prix aussi. La volatilité des prix, mais il est imposé à ce gérant de la minoterie de maintenir un prix stable de la farine pour ne pas affecter les populations les plus vulnérables. C'est là une politique que le président a voulu et qui donne ses fruits. Et ces terres qui sont mises à disposition de Djibouti, sont-elles cultivées par des Djiboutiens? Au départ, c'était cultivé par une société privée, mais actuellement, elle est entièrement gérée par la société djiboutienne de sécurité alimentaire, la SDSA, qui a la même mise sur la production et la commercialisation au profit de cette minoterie.
Il y a également... oui, mais là, vous n'avez pas vraiment répondu à la question, parce que vous avez évoqué une société djiboutienne. Mais la réponse serait de savoir si des Djiboutiens vont cultiver ces terres et ainsi obtiennent des emplois, notamment. Il y a la production est assurée, l'encadrement est assuré par des Djiboutiens, tout en sachant que la main-d'œuvre est une main-d'œuvre éthiopienne, locale. C'est pour cela qu'il y a une certaine... il y a un profit des deux côtés. Du côté djiboutien, c'est la mise en valeur de ces terres qui nous permettent, dans des conditions favorables, de produire. De l'autre, il y a une main-d'œuvre locale éthiopienne qui est employée sur ces fermes. Mais quel est l'intérêt d'avoir des terres qui sont disponibles en Éthiopie, cultivées par des Éthiopiens et dont les profits reviennent à Djibouti, en tout cas dont les produits reviennent à Djibouti, plutôt que d'avoir des terres djiboutiennes, arabes, cultivées par des Djiboutiens sur le territoire djiboutien? Oui, en fait, il y a une explication à cela. Donc, je disais qu'en fait, quand le président Ismaël Omar Guelleh a accédé à la magistrature suprême, donc il a hérité d'un bilan donc déficitaire au niveau de l'eau quand même. Hein. Donc, je vous disais, donc, un schéma de directeur a été établi. On a étendu l'exploitation des ressources souterraines à l'exploitation des eaux de surface qui a un grand potentiel. On est au début et il y aura aussi donc l'exploitation, le dessalement de mer et accessoirement en attendant donc on s'est tourné vers l'Éthiopie donc avec lesquels quand même on commerce et on a beaucoup de qui a beaucoup de choses donc avec nous donc il y aura l'adduction d'eau depuis l'Éthiopie. Et là, ça c'est pour sécuriser définitivement l'accès à l'eau des populations urbaines et nomades. Et en même temps, donc vraiment faire valoriser les espaces comme les grands barrages qui seront traversés par cette adduction. Et parce qu'il y aura quand même, dans un premier temps, 20 000 mètres cubes jour et 45 000 mètres cubes dans la deuxième phase, ce qui portera pratiquement à plus de 100 millions la production en eau qui est actuellement à peine 30 millions de mètres cubes. Donc après la priorité de population, donc ce sera l'accès à l'agriculture. Et comment justement inciter la question que vous posez. Il y a des cultures qu'on ne peut pas pratiquer et des cultures pluviales qu'on ne peut pas pratiquer ici du fait de la faible pluviométrie. C'est-à-dire que pour cultiver le blé, il faut une certaine pluviométrie que nous pouvons trouver sur les hauts plateaux éthiopiens. C'est pour cela qu'on s'est orienté vers la mise à disposition de ces terres en Éthiopie où on peut faire une culture pluviale pour les céréales, qu'on ne peut pas faire ici du fait que les conditions climatiques ne s'y prêtent pas. Voilà. Et comment inciter la population aussi à s'intéresser davantage à l'agriculture, hormis tous les obstacles que cette population peut rencontrer? Parce qu'il y a des maraîchers à Djibouti. Peut-être qu'il pourrait y en avoir plus. Vous avez tout à fait raison. Malgré les conditions très difficiles, il y a des agriculteurs qui sont installés. D'ailleurs, le film que vous avez produit tout à l'heure démontre qu'il y a certaines possibilités, mais je pense qu'il faudrait des moyens plus importants pour pouvoir développer des surfaces plus importantes et des technologies appropriées, telles que l'irrigation goutte à goutte, qui est de plus en plus vulgarisée. Et comme on vous l'a dit, il y a 400 fermes qui ont été équipées ces 3 dernières années avec le système goutte à goutte. Ceci permettra d'augmenter les rendements des cultures maraîchères. Monsieur Barakweta. Oui, en fait, je disais, en fait, les efforts déployés depuis l'accession à l'indépendance et plus récemment ont eu quand même des résultats probants au niveau de l'agriculture. On a quand même en montagne, pratiquement tous les ans, il y a une production de mangue très appréciée par les Djiboutiens, donc qui viennent donc sur le marché. Il y a jadis, juste avant qu'il y ait cet accident de déficit hydrique au niveau de la plaine de Gobaad, pratiquement en hiver, la coopérative de Gobaad
arrêter toute importation des maraîchages. Hein, et là, donc, il y a eu juste au niveau de VED, il y a un changement de lit et le problème est en cours de résolution. Est-ce qu'il y a une véritable culture tout à fait. de l'agriculture à Djibouti? Oui, madame. C'est un facteur qui a son importance, mais qui n'est pas vraiment capital. Donc les gens, dès que l'agriculture peut nourrir donc la famille, ils s'adonnent à l'agriculture. Donc là, maintenant, systématiquement, ils sont des éleveurs. Leur premier besoin, c'est l'accès au fourrage des animaux. Et autour des points d'eau, si vous visitez les points d'eau, il y a toujours un petit périmètre pour le fourrage. Et donc, après, il y a les services de l'encadrement, l'appui du ministère de l'Agriculture doit donc permettre la production agricole et ce n'est pas vraiment un obstacle. De toute façon, il y va de la souveraineté de Djibouti. Il faut qu'on se mette à l'agriculture. Je voudrais parler de l'élevage. Oui, mais ne vous inquiétez pas, le débat suit son cours, on va parler de tout cela. Vous avez évoqué l'appui du ministère de l'Agriculture. Il est plus facile pour ce ministère d'appuyer et de soutenir, par exemple, des coopératives que des agriculteurs isolés. Il semblerait qu'à Djibouti, il y ait également ce manque de fédération, en tout cas de symbiose entre les agriculteurs, d'une forme de solidarité qui leur permettrait d'avoir plus de poids, d'obtenir plus et de pouvoir produire en conséquence. C'est vrai que le système coopératif n'est pas aussi bien implanté à Djibouti que dans d'autres pays agricoles, mais néanmoins, il y a des coopératives dans le pays, à l'intérieur du pays, telles qu'à Gobaad, telles qu'à Mouloud, telles qu'à Attar. Et il est vrai qu'il est plus facile d'intervenir pour le ministère de l'Agriculture lorsqu'il y a une structure organisée en coopérative pour les formations agricoles, pour l'utilisation en commun de produits tels que les semences ou des dons de matériel végétal, tels que par exemple les palmidatés in vitro qui sont produits maintenant à Djibouti. Ça, c'est une nouveauté. Nous sommes le premier pays africain subsaharien à avoir réussi la culture in vitro qui va être développée et le laboratoire de culture in vitro compte développer jusqu'à 200 000 plants de palmiers dattiers et le reste de la production serait écoulé en Afrique de l'Est où la demande est estimée à plus de 5 millions de plants. Et quand vous dites ça, ça représente quoi pour Djibouti concrètement? Pour les agriculteurs ou pour tout simplement ceux qui voudraient se tourner, ces jeunes qui cherchent des emplois et qui voudraient se tourner vers l'agriculture? Ça représente qu'on va disposer maintenant à partir de ce laboratoire un matériel végétal performant tant au niveau du rendement qu'au niveau de la production de dattes. En 2006, il avait été distribué 20 000 plants de palmiers dattiers cultivés in vitro et nous avons les premières récoltes, à peu près 200 tonnes ont été récoltées l'année dernière. Et donc, c'est vrai que maintenant, le facteur limitant pour le secteur de l'agriculture, c'est l'eau. Mais avec le projet à partir de l'utopie, à partir du projet de dessalement, à partir des forages qui existent déjà actuellement, toute cette eau une partie de cette eau pourra servir à créer de nouveaux périmètres agro-pastoraux où pourront aussi servir des jeunes qui, au lieu de se tourner vers l'administration, pourront avoir une possibilité de mettre en valeur ces terres agricoles. Et là, c'est aussi une politique du ministère de l'Agriculture et du président de la République de tourner les jeunes vers le développement de ces fermes et de l'agrobusiness. Mais M. Barak, comment pousser ces jeunes qui sont pour certains sans emploi, pour d'autres qui recherchent des formations professionnelles pour se tourner vers le secteur de l'agriculture, à atteindre leurs objectifs? Allez-y, maintenant, vous pouvez. Oui, en fait, donc, pour le ministère de l'Agriculture a encouragé, déjà à titre pilote, de jeunes cadres, des jeunes ingénieurs qui sont installés autour des forages donc vraiment qui vont servir de levier aux autres, d'exemple
pour que, de toute façon, des gens qui sont instruits se mettent vraiment à l'agriculture. Donc l'accès aux terres ne se pose pas du tout chez nous. Donc en général, qui veut faire de l'agriculture peut le faire, hein. Donc si vraiment il a cette volonté. Donc, mais là, vous avez évoqué le point de ces jeunes, de ce projet pilote. Il regroupe combien de personnes, ce projet pilote? Combien de jeunes sont impliqués là? On fait pratiquement par région, donc au moins 2-3 jeunes qui ont été lancés autour des forages, des points d'eau, et qui permettent quand même de faire de l'agriculture sous serre, hein, dont parlait le ministre de l'Agriculture tout à l'heure. Et donc l'étape suivante, quelle est-elle? Parce que 2-3 jeunes, c'est vrai que ça ne va pas forcément impulser une dynamique, il faudrait peut-être en former plus. On a donc des exemples. Les premières personnes que nous avons lancées encadrent d'ailleurs les coopératives qui se trouvent dans leur milieu. C'est le cas à Samo, ou dans le nord. Et les coopératives, c'est une condition d'accès au financement, hein. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de ça. C'est une condition d'accès au financement de l'État ou des ONG. Il faut vraiment... il n'y a pas d'aide pour les individuels, je veux dire, hein. Donc, il faut passer par une coopérative. Voilà. Et donc, on demande à ces jeunes d'encadrer, d'intégrer et d'animer les coopératives dans le milieu où ils sont. Ce que vous avez sous-entendu, c'est que qui veut cultive. Donc, à Djibouti, à partir du moment où un jeune, une femme souhaite cultiver, elle peut se déplacer et s'installer dans n'importe quelle région du pays. Non. Soyez précis dans ce point-là. En fait, c'est facile d'avoir. Bon, il faut être déjà du parcours, du terroir, hein. Mais il y a un certain nombre de conditions, mais n'importe qui. Il faut être djiboutien. Oui, il faut être djiboutien. Donc demander un agrément à l'État et aux communautés traditionnelles en général qui acceptent. De toute façon, c'est quand même un plus-value pour les gens qui accueillent et qui... et ces terres appartiennent à l'État? Ces terres appartiennent à l'État? Officiellement, toutes les terres appartiennent à l'État, mais l'utilisation reste traditionnelle en dehors, je veux dire, des villes, hein. Ça, c'est une cohabitation intelligente avec l'État moderne. Mais ne craignez-vous pas, à terme, effectivement, si l'agriculture est développée, qu'on se retrouve dans des situations de conflits liés au foncier rural? Des personnes qui viennent développer une terre et la cultiver, et quelques années plus tard, les propriétaires qui souhaitent récupérer ces mêmes terrains ou ces mêmes terres. Oui, en fait, comme vient de le dire Baragoueta, les terres appartiennent à l'État. Oui. Et bien sûr, il y a des communautés traditionnelles qui sont installées dans chacune des régions. Et c'est avec leur aval que s'installent les agriculteurs. Mais il faut dire aussi, une particularité, c'est que pour la mise en valeur des terres agricoles, l'État ne perçoit aucun impôt. C'est-à-dire qu'il y a une gratuité pour l'exploitation des terres agricoles. Ceci constitue aussi un avantage indéniable pour ceux qui veulent investir dans l'agriculture. Mais s'il y a un intérêt croissant pour le secteur agricole, est-ce que cette garantie-là ne risque pas de changer? Si au lieu de 10% de terres arables cultivées, on passe à 50%, est-ce que l'État ne va pas changer sa politique? En fait, c'est qu'il peut y avoir des conflits, madame. Il peut y avoir des conflits, mais en fait, en général, il y a un consensus. Il y a un consensus qui est accepté par tout le monde, par l'État, par les autres usagers. Si, admettons, autour d'un forage, vous avez les éleveurs qui viennent abreuver leurs animaux. Ils utilisent pour leurs besoins. Et après, tu as l'agriculture qui se fait autour d'un forage. Oui. On a des cas. Si jamais il y a une baisse de la production, il y a en fait automatiquement la priorité revient à l'usage humain, animal et accessoirement l'agriculture. C'est vraiment une entente. Voilà, c'est une entente, en fait, c'est un consensus et qui a un bon sens d'ailleurs, parce que de toute façon, si jamais il y a une crise, donc il n'y a pas de problème du tout.
Eh bien, nous allons regarder tout de suite le journal de campagne qui a été réalisé par nos envoyés spéciaux à Djibouti, qui est présenté par Wendiam Valentin Compaoré. Nous poursuivrons ce débat juste après. Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de campagne. Ali Sabié est l'une des 6 régions de la République de Djibouti. En course pour cette campagne électorale, le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, Ismaël Omar Guelleh, a animé un meeting de campagne dans cette localité située au sud-est du pays. À l'occasion, il a profité et réaffirmé son engagement à mettre cette région sur les rampes du développement. Eladine Ndiaye. Développement des richesses naturelles de la région, plus d'emplois pour les jeunes ont entre autres constitué l'essentiel des promesses de campagne faites par le candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, à Ali Sabié, la deuxième ville de la République de Djibouti, où a eu lieu ce meeting des Verts. Ismaël Omar Guelleh a déroulé les potentialités de cette région qui compte près de 100 000 âmes. S'il est réélu, cette région sera dotée d'infrastructures routières et un partage équitable du fruit de la croissance. La région de Ali Sabié est très riche en ressources naturelles. Ceci a été révélé par des études et grâce à son exploitation, cela va nous permettre de créer beaucoup d'emplois et pouvoir résorber le chômage. Ces ressources, nous en ferons bon usage pour que les richesses soient partagées. Nous allons aussi construire des routes pour désenclaver cette région, mais également des logements sociaux dont la construction est déjà en cours. Une autre préoccupation qui tient à cœur Ismaël Omar Guelleh, le défi de l'emploi des jeunes. Partout où il est passé dans le cadre de cette campagne électorale, le mot d'ordre reste le même, générer beaucoup plus d'emplois. Il compte bien évidemment sur les voix des habitants de Ali Sabié pour mener à bien les projets en vue. À la jeunesse de Ali Sabié, je souhaite que vous restiez pour développer votre région, car c'est la meilleure façon de gratifier ses aïeux et sa terre natale. Compte tenu du nombre important de ressortissants de Ali Sabié venus à ce meeting, je pense que la région de Ali Sabié est celle qui s'est la plus jointe au meeting que nous organisons dans le cadre de cette campagne. Je suis convaincu que les ressortissants de votre région seront ceux qui voteront massivement en notre faveur, car je sais que nous pouvons compter sur vous. Ismaël Omar Guelleh en est à son 7e meeting à la quête de l'électorat djiboutien et a visité toutes les 6 régions du pays. Son objectif principal est non seulement d'être réélu à la tête du pays, mais aussi de continuer le développement déjà entrepris dans son pays. La campagne électorale se poursuit ici à Djibouti. Notre envoyé spécial Olive Adjakotan a rencontré des jeunes qui croient au programme de campagne du candidat Omar Elmi Kayiré, un programme de société bâti selon lui-même sur la lutte contre le chômage. Oui, Valentin, nous sommes ici à Balbala, surtout dans le quartier Cheikh Moussa. Et c'est ici que M. Elmi Kayiré a décidé de faire un de ses meetings. Et je suis actuellement avec un des chargés du comité des jeunes. Il s'appelle M. Mahad. Dites-nous globalement aujourd'hui de quoi souffrent les jeunes, surtout dans ce quartier Cheikh Moussa. De quoi souffrent les jeunes? Les jeunes souffrent le manque de travail. Il n'y a pas de travail. S'il y a 5 jeunes, il y a un qui travaille, surtout un journalier. Donc les jeunes souffrent la malgouvernance et souffrent la pauvreté. Il n'y a aucun jeune qui travaille à Balbala, surtout à Cheikh Moussa. Pourquoi ils doivent choisir Haïré? Oui, parce que les jeunes ont connu qu'il n'a aucun... Il a fait beaucoup de promesses en avant, mais il n'a pas atteint la promesse. Il n'a pas fait toutes les promesses qu'il a fait. Mais par contre, nous avons confiance à lui et on nous dit haut et fort que nous sommes avec lui. Et les jeunes vont gagner beaucoup de choses, telles qu'il y aura la création des emplois si Khairé devient le président de la République. Est-ce que vous pensez qu'un jour les jeunes viendront occuper une bonne place en politique? Oui, il viendra ce jour-là et on va occuper une bonne place. Et nous avons confiance que ce jour sera arrivé, Inch'Allah.
Valentin, il faut noter que la jeunesse occupe une place importante à Djibouti, mais le taux de chômage est toujours élevé, ça tourne autour de 40%. Et le candidat Haïré a promis que dès qu'il sera au pouvoir, il va créer 40 000 emplois pour pouvoir soulager cette jeunesse qui a besoin du travail, qui a besoin de montrer ce qu'elle sait faire. Et les jeunes de ce quartier, Cheikh Moussa, disent déjà qu'ils vont voter massivement pour Omar Elmi Haïré. L'équipe de campagne du candidat indépendant Hassan Idriss a animé un meeting à Ambouli, l'un des quartiers de la capitale Djibouti. Lors de cette rencontre avec les militants, la direction de campagne a profité d'exposer les 10 mesures qui composent le programme de société de leur candidat, Mokhtar Bari. Unis, tout devient possible, c'est le slogan de campagne de Hassan Idriss, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 8 avril 2016. Ce dimanche 27 mars, son équipe de campagne a rencontré ses militants du quartier Ambouli de la capitale djiboutienne. Pour ces militants, le programme de société de Hassan Idriss a été conçu pour le bien-être des Djiboutiens. Nous voulons sauver notre peuple. Oui, je parle un peu beaucoup, mais j'ai envie de parler, j'ai envie de crier, parce que je sais les souffrances que vous avez. Et je vois vraiment les gens qui vivent dans le pays étranger. Ils vivent une vie digne. Ils vivent de liberté, ils vivent vraiment de dialogue. La politique les écoute, ils ont le droit de se manifester, de crier, de parler. Mais nous, on n'a pas le droit de parler. L'augmentation de l'offre des infrastructures éducatives, sanitaires ainsi que l'augmentation du quota des femmes dans les sphères de décision du pays sont des priorités du candidat Hassan Idriss. Aussi, il compte lutter efficacement contre la corruption s'il est élu au soir du 8 avril 2016. Et pourquoi nous avons choisi Hassan Idriss aujourd'hui? Parce qu'il veut dire la démocratie. Je veux rendre le pouvoir au peuple. Je ne vais pas me servir de la politique, mais je vais servir mon peuple. Je vais servir, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il nous promet et nous le croyons et avec lui on va se battre. Peut-être que nous sommes moins nombreux aujourd'hui, mais demain on sera plus nombreux. Après-demain on sera plus nombreux. Le combat du peuple et de la liberté ne s'arrête pas à l'élection. Elle continue. On va continuer la lutte avec la RD. Candidat indépendant, le programme de campagne de Hassan Idriss se décline en 10 mesures dont la création d'emplois pour la jeunesse, mais aussi et surtout l'implication de la diaspora dans le développement économique du pays. Il faut rappeler que Hassan Idriss, ancien diplomate, se présente pour la première fois à une élection présidentielle dans son pays, le Djibouti. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette 10e édition du journal de campagne présenté depuis Djibouti, la capitale de la République de Djibouti. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes d'Africa 24.